Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, en live, j'ai la chance d'être avec Félix Deschâtelet, le PDG d'Emma, qui est une insurtech qui vend de l'assurance vie en ligne. Premièrement, Félix, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'entrevue. Écoute, ça fait plaisir. C'est une belle demande, donc bien hâte de parler avec toi, devant ton audience. Écoute, je sais que t'es quand même pas mal connu dans le milieu, mais pour les gens qui te connaissent pas, tu peux-tu te présenter? Qui est Félix Deschâtelet en quelques mots? Yes, écoute, Félix Deschâtelet, c'est un petit gars là, qui est originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, qui a poursuivi son rêve de jouer au basketball en déménageant à Québec, en espérant un jour se rendre peut-être au niveau universitaire, qui finalement a décidé de faire un choix de s'orienter vers des études de finance. Puis à la fin de mes études, là, pendant que je faisais ma maîtrise en finance à l'Université Laval, j'ai décidé de lancer un cabinet en planification financière où on aidait des clients avec une valeur nette élevée à gérer leurs investissements, à choisir les bons produits d'assurance, même des fois pour le financement hypothécaire. Donc ça, j'avais débuté ça en 2015. Pour la suite, j'ai également investi dans une compagnie marketing qui s'appelle Bergamot, Okay. où on se spécialise dans le fond dans l'acquisition de leads et les canaux d'acquisition client. Là, donc vraiment définir une expérience utilisateur pour aider des compagnies B2B qui cherchent à générer des leads. Puis tout récemment, là, depuis 2017, là, j'ai lancé la startup Emma, où on fait de l'assurance vie en ligne, puis on a une solution qui est relativement unique là, au Canada, puis on est bien content des résultats jusqu'à maintenant. Là. Cool, ben écoute, je vais sûrement te poser des questions là-dessus. Mais avant, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Premier souvenir relié à l'argent, moi, mon père était également en affaires, donc souvent pour l'aider, puis en même temps nous donner une expérience, il nous faisait faire du porte-à-porte. Ça commence souvent dans des petites écoles, dans des petites équipes de baseball où tu vas vendre du café. Mais lui, il a dit qu'on pourrait aussi l'aider à faire des consentements auto-habitation. Donc, on cognait chez les gens, puis on recevait 10 à chaque consentement auto-habitation qu'on réussissait à avoir. Fait que ça, on a réussi à faire un peu d'argent, puis là, je l'accumulais dans mon portefeuille, puis tout ça. Puis à un moment donné, je laissais traîner ça. Fait que pour me donner une leçon, je ne l'avais pas déposé à la banque parce que j'étais trop jeune pour, tu sais, à 10-12 ans, tu n'ouvres pas nécessairement ton compte bancaire. Fait que il a pris mon argent, puis il l'a caché. Fait que après ça, il m'a embarqué dans son auto, puis là, moi, j'étais bien triste d'avoir perdu tout mon argent de l'été de porte-à-porte. Puis on s'entend, c'est pas la job la plus passionnante au monde, là. Fait que il a arrêté à la banque, puis on est allé ouvrir la banque, puis il a déposé mon argent. Fait que c'était bien. Ouais, Puis, c'est une bonne leçon. tu vendais l'assurance quand tu disais consentement habitation? Non, en fait, on demandait aux gens s'ils étaient intéressés à avoir un prix en assurance auto-habitation. OK, Donc, OK. sur un porte-à-porte, on sondait leur OK. intérêt, puis on Fait que remplissait un petit formulaire. Là. tu as commencé jeune dans le lit de l'assurance, là. Ouais, dans générer des leads d'assurance. Ouais, Ouais, ouais. Puis une fois que tu as fait du porte-à-porte ou du cold call, il n'y a pas grand-chose qui t'effraie par la suite. Là. Effectivement, c'est une belle expérience. C'était quoi ton revenu personnel l'année dernière? Écoute, bonne question, indiscrète un peu, fait que c'est parfait. Moi, je te dirais la façon que je peux répondre à ça, je suis pas quelqu'un qui a un niveau de vie qui est super élevé. Là, je suis très raisonnable Hmm. dans mes dépenses. Je te dirais la plupart de mon temps, je le passe à travailler. Là. Vous pourriez poser la question à ma conjointe pas mal plus souvent devant mon ordinateur qu'assis dans une auto ou en train de m'amuser. Fait que je me tire un revenu là, que je me sors de mes compagnies là, qui est similaire au revenu moyen que les gens peuvent gagner, donc autour de 50 000 OK. Par contre, je laisse mes revenus et mes profits dans les compagnies, puis je suis un gars qui voit plus l'argent comme un flot d'énergie. Donc, plus tu Hmm. accumules d'énergie, plus tu accumules d'argent, plus tu peux faire de projets, plus ces projets-là peuvent grandir. C'est un peu mon fun dans la vie. Là. Quand je jouais au Monopoly, quand j'étais jeune, j'étais bien content de jouer à ce jeu-là. Fait que maintenant, j'ai la chance de le faire dans ma job. Là, fait que Hmm. c'est bien le fun. Cool. Puis justement, avec toutes ces compagnies-là, c'est quoi ton actif net personnel? Ça, malheureusement, je ne pourrais pas donner l'information. Encore une fois, c'est une bonne question. Mais chacune des compagnies va bien, génère des profits, tout ça. Puis Ah, cool. j'en ai une qu'on est en train de faire un exit en ce moment. Là, mon cabinet de planification financière, là, OK. on est en acquisition. Fait que ça fait partie des raisons pourquoi je ne peux pas divulguer OK. les montants. Je comprends très bien. Puis c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir?
Bon, sincèrement, je pense que le premier, c'est de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, là. Je pense que souvent, les gens tombent un peu dans le piège du matérialisme puis de constamment dépenser. Fait que, je pense que quand j'ai parlé des flots d'énergie, là, comme quelques secondes, c'est peut-être une des meilleures façons, là. Si on voit l'argent comme plus maintenant nécessairement un bien matériel, mais comme un moyen pour lancer des projets, ben, on le traite de façon complètement différente, là. Ça devient beaucoup plus une ressource que quelque chose qui est intangible. OK. Puis, écoute, justement, tu me parlais au début là, d'Emma, qui est ta plus récente startup. Comment ça a été affecté par le coronavirus? Est-ce que ça va mieux? Ça va moins bien? Comment ça va? L'effet est plutôt positif, étant donné que nous, on a un mode de distribution qui est en ligne. Donc, oui, il y a des humains, on a des experts sur notre plateforme de clavardage là, qui aident les clients. Mais on était déjà bâti pour être 100% remote. Fait que quand ça a éclaté, on a perdu l'accès à nos bureaux, un peu comme tout le monde. Là, je travaille à la maison en ce moment. Ben, on a juste appris peut-être 2 heures le temps d'amener les écrans puis s'installer à la maison pour commencer à travailler. Puis sinon, ben, nos croissances au niveau de nos chiffres, là, c'est tout simplement incomparable avant le coronavirus. Là, on a beaucoup plus que doublé là, nos activités. Là, donc, ça va bien. On avait aussi également des investisseurs. Donc, nos derniers updates d'investisseurs sont super positifs. Là. OK. De ce côté-là, on n'est pas trop loin de la profitabilité non plus. Fait que pour une startup, InsurTech, là, c'est assez intéressant. Là. Puis essentiellement, parce que, tu sais, pour avoir, comme tout le monde, magasiné des assurances, c'est un processus où tu appelles différents courtiers, puis tu sais pas avec qui ils travaillent, puis moi te rappeler, puis des fois, ils te rappellent même pas, puis tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se fait? Est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est juste, tu vas chercher mon lead en ligne avec un beau chatbot, parce que je comprends, tu peux parler à Emma, puis après, parce que j'ai pas utilisé ton service. Puis là, après ça, il y a un doute qui me rappelle, puis c'est le même processus, ou c'est transparent, tu m'amènes avec les... Est-ce que c'est plus rapide? C'est quoi l'avantage par rapport à prendre le téléphone puis appeler les cabinets d'assurance? Je pense que si on regarde tout ça, là, le spectre des options disponibles, là, bon, tu as le fameux conseiller, courtier. Là, on va avoir les sites de comparateurs que tu parles, que tu mets des informations personnelles, eux vont vendre ton lead. Après ça, ben, les conseillers, là, pour vous donner une échelle de prix, là, des fois, ils vont payer entre 50 à 250 $ pour un lead. Fait que la personne qui a payé 150 $ pour le lead, elle va t'appeler une couple de fois. C'est sûr qu'elle va être bien motivée. Effectivement, c'est pas nécessairement l'expérience utilisateur la plus le fun. Puis tu as ce qu'on fait avec Emma où on a bâti une expérience où l'utilisateur parlait d'un bout en bout puis compléter toute sa transaction, mais en restant sur son téléphone intelligent. Fait qu'au début, on lui pose des questions pour y recommander le bon produit. Donc, mais j'ai pas besoin de prendre le téléphone, c'est ça que tu me dis? Non, jamais. Tu n'as jamais besoin de prendre le téléphone. Ton téléphone, tu l'utilises pour texter. Okay. Puis c'est drôle, c'est un de nos investisseurs qui nous disait ça, que quand il avait demandé à son enfant ça sert à quoi un téléphone cellulaire parce qu'il l'appelle jamais puis il répond jamais à son téléphone. Il avait dit pas un cellulaire, ça sert à texter, ça sert pas à appeler. Ben, c'est un peu dans cette lignée-là que nous, on s'est dirigé. Fait qu'au début, on aide le client en lui posant des questions pour lui recommander la bonne solution. Une fois qu'il y a la solution, le client il fait continuer, il tombe dans le clavardage, il peut nous poser toutes ses questions. Nous, on a un agent qui est certifié qui va pouvoir l'aider. Puis par la suite, il complète ça dans un chat. Ça prend bout en bout 20 minutes si le client n'a pas de questions. Si le client a des questions, rendu là, on va prendre le temps qu'il faut pour l'orienter, ainsi de suite. On distribue 18 compagnies d'assurance différentes. On a même bâti notre propre produit maison. Donc, on a un produit Emma Assurance Vie que les gens peuvent acheter. Puis, on est bien fiers d'avoir les meilleurs prix au Canada en ce moment pour ce produit-là. Quand tu dis que tu as ton propre produit, tu n'as sûrement pas parti d'une compagnie d'assurance, tu es en partenariat avec une compagnie d'assurance? Exact. En partenariat avec une compagnie d'assurance. Puis ça nous permettait de justement se concentrer sur nos forces, là, qui étaient d'offrir une expérience qui était intéressante, qui était rapide, qui était facile à gérer pour le client. Nous, on est très axé sur le client. Puis la compagnie d'assurance, elle se spécialise dans le côté plus actuariel, puis sortir les bons prix, bien gérer ses risques. Fait que c'était un bon partenariat win-win. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas d'assurance vie. Puis là, j'ai été conseillé par mes avocats, là, tu sais, au niveau de corporatif, là, c'est plus pas m'assurer. Parce que, ultimement, j'ai du mal à comprendre à quoi ça sert. Quand t'as pas d'enfants, tu sais, je comprends le monde qui ont des enfants. Ils se disent, si jamais, tu sais, on meurt dans un accident de voiture, ils sont orphelins, tu sais, comment... Fait que tout ça a énormément de sens. Puis je suis sûr que si j'avais des enfants, j'aurais une assurance vie. Est-ce qu'il y a du monde qui n'a pas d'enfants qui achètent des assurances vie?
Certainement. Je dirais les premières questions qu'il m'a posées par rapport justement à ton revenu annuel et les actifs nets, je pourrais te retourner ces questions-là. Souvent, c'est les choses qu'on va faire avec les clients. Parce que si jamais tu as de l'actif net, on s'entend, si tu ne le vends pas de ton vivant, le jour que tu décèdes, le gouvernement va vouloir avoir sa part sur cet héritage-là. Fait qu'il va te charger un impôt au décès. Si les gens ont un actif net qui est liquidable quand même relativement facilement, donc en dedans là, de 6 à 12 mois, ce qui est rarement le cas, là, mais si ça arrive, puis ils sont à l'aise de payer l'impôt au décès, puis que leurs héritiers reçoivent dans le fond ce qui reste, ben, tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir une assurance vie. Mais si ton actif n'est pas nécessairement liquidable rapidement, puis là, souvent, c'est souvent le cas avec l'immobilier, des entreprises, ainsi de suite. C'est ça qui bâtit beaucoup d'actifs normalement. Quand c'est juste des placements, ça se liquide relativement facilement. Ben, dans ce cas-là, la deuxième réponse, est-ce que tu es à l'aise que le gouvernement parte avec, on va dire, 40, 50, 53% de tes actifs? Souvent, la réponse est non. Donc, avoir une assurance vie va te coûter moins cher de ton vivant que la facture d'impôt que tu vas payer au total. Donc, tu laisses un plus gros héritage à la fin. Donc, je te dirais que souvent, quand tu le regardes froidement, là, très, très analytique, l'assurance vie, c'est souvent une bonne solution pour enrichir notre succession. Mais justement, si t'as pas d'enfant, c'est qui ta succession, j'imagine que. J'espère mourir assez vieux, fait, j'imagine que mes parents vont être morts à ce moment-là. Fait que... Je pense que chez Charles Bacon, vous avez une coupe de calculatrices pour calculer les rendements et ainsi de suite. Ouais. Mais si je te dis demain matin, tu payes, on va dire, 100 $ par mois pour couvrir ton patrimoine, là, la portion imposable de ce patrimoine-là, puis que tu décèdes dans 40 ans, la facture d'impôt s'élèverait à plus que le 100 $ par mois sur 40 ans. Est-ce que tu jugerais que c'est un investissement qui est rentable? Si la réponse est oui, ben, prends une assurance vie. Si tu es à l'aise de faire un rendement négatif sur cette portion-là, go for it. Il n'y a pas de stress avec ça. C'est vrai que si tu n'as pas d'enfant. Ben c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas l'impression de la succession. C'est une question qui me touche pas, mais c'est pour ça. Je suis sûr qu'aussitôt que tu as des enfants, tu as toute la logique. Mais il y en a plein, là, des gens dans ta situation qui, justement, ils disent bon, ben, ça me sert à quoi d'avoir une assurance vie maintenant? Sois patient, tu n'es pas obligé d'en prendre une maintenant. Il n'y a pas nécessairement un besoin qui est urgent. Il n'y a personne qui dépend de toi si jamais tu décèdes. Puis j'ai une question pour toi. Est-ce que mon premium, admettons que je la prends maintenant, même si je ne vois pas vraiment le besoin, est-ce que je vais avoir économisé durant ma vie que si j'avais attendu d'avoir dans 10 ans, puis là, les compagnies d'assurance, ils ont des tables de risque, là, je deviens plus risqué, ou est-ce que ça a du sens ce que je dis? Est-ce que ça revient comme cher je te dirais normalement, c'est moins cher si tu le prends jeune, mais souvent, le prendre jeune, on va souvent essayer d'aligner ça avec un besoin d'assurance réelle. Prendre de l'assurance vie pour prendre de l'assurance vie, tu peux sûrement te payer des belles vacances aussi, puis ça serait bien correct. Souvent, c'est est-ce que tu sais que dans les 5 prochaines années, tu vas avoir des enfants ou une maison que tu voudrais protéger avec une assurance vie en cas de décès. Dans ce cas-là, je te dirais prends-la puis sans hésitation parce que la vie, ça change rapidement. Là. On en a tous des cas qu'on connaît qu'il y a eu un cancer quand il était trop jeune, il est arrivé un accident d'auto, il est arrivé une bad luck au niveau, je sais pas, il a découvert le diabète de type 2, puis là, ça vient entacher un peu son assurabilité. Aussitôt qu'on sait qu'il y a une forte probabilité qu'on va avoir maison ou enfant, assurance vie, c'est un bon choix. Le temporaire, ça peut coûter aussi peu que 10 $ par mois. Tu sais, avec Emma, ça commence à 8 $ par mois, mais la part des assureurs va commencer à 10-12. Puis il y a moyen d'avoir 300-400 000 d'assurance pour ces montants-là. Là. Wow. Puis, est-ce qu'il y a une assurance en investissement? Parce que là, pour ceux qui se connaissent un peu, il y a des assurances, puis je pense, est-ce qu'on dit à terme en français? Les assurances, en anglais, c'est term insurance, qui finissent, donc on n'est pas assuré pour toujours. Puis il y a les assurances, je pense... Permanente, vie universelle. Ouais. Exactement. C'est les deux grandes familles. Tu as l'assurance temporaire, le term life, le whole life, qui est l'assurance permanente. Oui, des fois, ce qu'on va voir, c'est... je vous donne un exemple. On va dire mon père a une assurance vie de 50 000 qui est permanente. Il est tanné de la payer, puis là, ben, tous les enfants sont libres financièrement, puis ont leur job, puis ils payent leurs choses. Puis ils disent pourquoi je garde ce contrat-là? Ben, ce qu'on pourrait faire, ou un temporaire qu'on peut transformer en permanent, ben, moi, je pourrais y offrir de dire ben, regarde, nomme-moi bénéficiaire, je vais reprendre ton contrat, je vais le payer, puis le capital d'essai à la fin, il va me revenir à moi.
Fait que moi, je vais payer la prime pendant ce temps-là. Ça pourrait devenir un projet d'investissement dans cette optique-là parce que mon père, le jour qu'il va décéder, je risque d'être à ma retraite ou avant. Donc, rendu là, ça pourrait servir à ça. Mais on peut aussi souscrire un montant qui est raisonnable sur la tête de son parent pour le traiter comme un investissement. Est-ce que tu as fait ça? Non, j'ai pas fait ça. Faut que normalement ton parent soit comme, on va dire, là, en bas de 60 ans, relativement en très bonne santé pour que ça soit intéressant. Mais souvent, quand on regarde le rendement, parce que si ton parent est en mauvaise santé, le prix va être super élevé. Si ton parent est en bonne santé, il risque de vivre très longtemps. Fait que ton rendement implicite que tu vas faire va tourner autour du 4% net d'impôt. Fait que 4% net d'impôt, il y a moyen de faire ça avec de l'investissement boursier aussi sans entrer dans une conversation qui peut être très awkward avec ton parent de dire j'investis sur ta tête. Fait que c'est rare qu'on voit ça. Fait que c'est la façon que je verrais qui peut être traité comme un investissement. Sinon, il y a l'assurance vie universelle. Donc, une fois qu'on a maximisé CELI, REER et les autres produits non enregistrés qui optimisent, on va dire, les rendements là, au niveau de l'imposition, au niveau fiscal, l'assurance vie universelle peut créer une espèce d'abri fiscal supplémentaire. Parce que oui, on achète de l'assurance, mais la portion supplémentaire, la prime d'assurance vie, donc on va dire je paye 100 $ par mois, mais je pourrais mettre dans mon contrat jusqu'à 150 $. Mais le 50 $ de différence va aller s'accumuler dans mon assurance vie universelle. Là, je vais choisir des placements. Puis cette portion-là va me permettre de léguer, parce que l'assurance vie, c'est non imposable au décès. Donc, cette portion-là de gains supplémentaires, le jour que je vais décéder, ne sera pas imposable. C'est insaisissable aussi, ou je me trompe? Parce que, il me semble, si tu es un entrepreneur puis tu mets ton nom sur tous les prêts que ton entreprise a, tu devrais quasiment avoir toute ta fortune je sais pas, dans des REER puis une police d'assurance vie universelle, puis si jamais les choses vont pas bien, il y a eu des cas de jurisprudence que ça a été saisissable. Donc, on va dire le cas typique d'un entrepreneur que ça commence à aller battre de l'aile sa business, puis il sent que ça s'en va vers la faillite, il décide de sortir la majorité de ses actifs, de souscrire des assurances vie universelles ou de fouler ça dans ses REER. Si le fisc est capable de prouver que ça a été fait dans l'optique de sauver de l'impôt, là, ça devient saisissable. Mais si j'ai acheté une assurance vie universelle où j'ai mis de l'argent en mes rêves il y a 10 ans, puis que j'avais soit pas de business, mais le business allait bien à cette époque-là, c'est effectivement insaisissable. OK, cool. Puis, est-ce que tu penses que le marché de l'assurance va être de plus en plus en ligne? Est-ce que c'est quoi l'avenir, tu penses, du conseiller en assurance? Parce que t'es les deux, là. T'as un cabinet de services financiers avec des gens qui sont des conseillers puis qui font autant du placement que de l'assurance. Parce que, tu sais, l'assurance, j'ai l'impression que c'est transactionnel. J'ai un besoin, oui, il faut faire une analyse du besoin, mais à un moment donné, c'est pas quelque chose où on va s'en parler une fois que c'est vendu, on va pas s'en parler à tous les jours. Est-ce que c'est un produit, tu sais, puis aujourd'hui, si tu regardes au Canada, puis tu as peut-être le chiffre plus que moi, là, mais tu dois avoir 100 000 parlement représentants en assurance à la grandeur du Canada. Peut-être un peu moins, là, peut-être c'est peut-être plus. Ben, au Canada, je vous dirais, je pense pas qu'on est loin de ce chiffre-là. Là. Je serais pas surpris qu'on le dépasse, de 100 000. Parce que, tu sais, au Québec, quand on prend les représentants en placement, assurance, tout combiné, là, il me semble qu'on est entre 40 000 et 50 000 juste au Québec. Fait que Québec-Ontario représente les deux plus gros marchés, là. Mais comme modèle d'affaires, effectivement, c'est plus transactionnel, surtout pour, comment dire, monsieur, madame, tout le monde. Là. Quand tu es rendu, on va dire, un multimillionnaire, qui a un paquet d'actifs, qui a plein de compagnies, que là, tu cherches des problèmes de riches là, pour sauver de l'impôt le plus possible à ton décès, puis tu veux léguer une fortune. Là, oui, ça peut devenir plus relationnel parce que souvent, on dirait à tous les 2-3 ans, tu peux racheter des nouveaux produits pour maximiser ta succession, mais c'est on va dire, on parle du 1%, là, ou c'est pas le 1% des 1%. Là. Mais sinon, pour le côté plus transactionnel, effectivement, qu'en ligne, c'est plus efficace. Mais tu sais, je te retourne la question, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait faire un cold call et que tu étais vraiment content de te faire appeler? Là? Jamais. Jamais. La dernière fois que quelqu'un s'est pointé à ta porte, un étranger, soit qui vient d'un cold call ou qui est un ami qui te l'a référé puis que tu étais 100% à l'aise de dire, bon, ben là, il arrive dans 15 minutes, il faut que je nettoie un peu la maison, je m'assure que tout est beau. Non, j'ai jamais eu personne. Puis te déplacer pour aller faire une rencontre, pour aller, on va dire, un peu comme dépenser de l'argent pour acheter une assurance ou un produit, on va dire, qui est plus traité comme une commodité, que tu t'es dit, je suis donc bien content de me déplacer puis faire, mettons, comme à Montréal, 45 minutes dans le trafic pour cette rencontre-là.
pas grand monde qui trouve ça intéressant. Fait que de le faire en ligne, de trouver une façon de... Parce qu'il y a quand même des réglementations qui fait qu'on n'a pas le choix de parler avec un agent qui est certifié. Ça reste des produits qui sont super complexes. Ouais. Puis même si un site le permettra de le faire sans aucun agent certifié, je pense pas qu'il y ait nécessairement une bonne idée. Ça reste des produits super complexes, puis c'est pas un produit qu'on va acheter plusieurs fois dans notre vie. Fait que de s'assurer de faire le bon choix, c'est intéressant. Parce que le jour qu'on a fait une erreur, on le découvre, mais c'est sa famille qui le découvre à notre décès. Fait qu'on veut s'assurer de faire le bon choix, puis avoir des conseils ne veut pas nécessairement dire payer plus cher. Au contraire. J'ai une question pour toi parce que justement, puis tu t'as répondu à ma question sur à quel point tu as besoin d'autant de gens pour vendre des produits qui sont complexes, oui, mais qu'après la transaction, il n'y a pas tant de relations qui se créent. Et on voit de plus en plus de compagnies d'assurance qui, avant, dépendaient énormément ou exclusivement d'un réseau de cabinets de services financiers qui vendaient leurs produits et qui lancent qui vendent directement aux consommateurs. Je pense à Sonnet, qui a été lancé par Economical. Desjardins, ça fait longtemps qu'ils le font. Puis tu vois, aux États-Unis aussi, les directs grossissent plus vite que les autres. Est-ce que tu penses que c'est une menace pour toi? Est-ce que tu penses que... Parce que toi, dans le fond, tu étais comme un courtier de nouvelle génération qui s'est positionné pour l'avenir. Est-ce que tu penses qu'il va toujours avoir des compagnies d'assurance où ils vont tous faire la même chose que toi à un moment donné? Puis... la business qu'on est en train de justement là, faire l'exit, là, je te dirais que le positionnement stratégique qu'on avait avec des clients à valeur nette plus élevée, c'est des gens qui recherchent des conseils. Au final, nous, on était des planificateurs financiers, la plupart avaient des maîtrises en fiscalité. Je veux dire, c'est des conseils qu'on vendait, puis même souvent on travaillait en horaire. Là. Fait que, on se comparait pas mal plus à, on dirait, un mix de pro de la finance avec pro de la fiscalité. Effectivement, les honoraires, là, ils peuvent chiffrer quand même assez rapidement. Fait qu'il faut quand même un type de clientèle qui recherche un niveau de service et de conseil qui est plus haut de gamme. Par contre, pour le marché plus familial, au niveau de l'assurance, certainement que c'est plus à risque. Il va falloir que l'industrie s'adapte, soit avec des solutions plus numériques, un peu comme Emma, mais la vente, là, on va dire le 100% en ligne, sans aucun agent qui intervient. Moi, j'ai des stats que je peux pas dire mes sources, là, mais c'est pas super beau là, les résultats qui ont ces compagnies qui l'ont fait, étant donné que le client arrive à la fin, puis là, c'est le temps de mettre sa carte de crédit ou ses infos bancaires pour faire le paiement. Puis il y a quand arrive toujours un moment qui j'ai-tu vraiment tout compris, puis je suis prêt à payer, on va dire 30$ par mois toute ma vie sur ce produit-là. Je pense que j'ai besoin de me faire rassurer un peu, puis souvent, c'est là que l'agent va venir vulgariser ça, puis c'est pas vrai que les gens en ligne, ils vont prendre la peine de lire les 3000 lignes là, qui ont écrit en tout petit là, dans le bas. C'est le fun de poser des questions, d'avoir quelqu'un qui va t'aider là-dedans. Là. T'as-tu des trucs pour les gens qui nous écoutent, puis justement, ils ont peut-être des assurances vie, ils ont peut-être assurance auto-habitation, ils se disent, est-ce que je paye trop? C'est un marché qui est relativement inefficace. Peut-être tu as fait affaire à un courtier qui ne couvrait pas tout le monde, il y a les directs. Comment quelqu'un qui voudrait justement économiser sa facture pourrait faire? Première chose, c'est toujours magasiner, là, mais tu sais, il y a les sites de comparateurs qui existent, sauf qu'il faut faire un peu attention avec les sites de comparateurs, étant donné que souvent, ils ne donnent pas le prix directement. Fait qu'il va mettre toutes les informations, qui pense que tu es rendu au prix, puis finalement, ils vont dire un agent va t'appeler dans les 24 prochaines heures. Là, tu tombes un peu dans la machine à saucisse, parce que le cold call, il va se faire sonner pas mal. Fait que ça, je dirais, c'est peut-être de faire attention. C'est pas le genre d'expérience qu'on aime, puis je connais pas beaucoup de gens de ma génération là, qui ça les intéresse. Emma.ca, ce qui est le fun, c'est qu'on va vous donner les prix, puis vous allez l'avoir 100% en ligne, puis vous allez pouvoir voir si vous économisez. Mais c'est juste l'assurance vie, Emma. Exact, c'est juste l'assurance vie. Pour ce qui est assurance auto-habitation, les plateformes sont plus développées. L'assurance auto-habitation est beaucoup plus développée que l'assurance vie. Fait qu'il y a moyen de trouver des comparateurs qui vont nous donner justement le prix directement en ligne. Mais, je pense je vais nommer une autre InsurTech qu'on aime beaucoup là, qui s'appelle Allset. Moi, j'irais visiter ce site-là aussi, Assurance Auto-Habitation. Son broker va être en mesure de vous donner le prix. Vous le faites de façon autonome. Puis à la fin, il y a un agent justement qui t'appelle pour confirmer que tout est beau et que tu as pris la bonne décision. Puis ce qui est le fun de ces plateformes-là, autant Emma que Allset, si tu n'en as pas besoin du produit, puis tu es déjà bien protégé, on te le dit.
On n'a aucun avantage à dire à te vendre un produit, te vendre un produit. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous donner un bon 5 étoiles sur les ratings. C'est pas mal plus payant pour nous à long terme que de te vendre une police pour te vendre une police. Qu'est-ce que tu penses de. Puis en plus, je trouve que c'est particulièrement à propos en ce moment de parler de ça. Tu sais, il y a il y a toutes sortes de polices. Je pense qu'il y a même des polices d'assurance qui te protègent pour ton revenu, genre si tu fais mettre à porte. Est-ce que c'est des produits qui sont populaires? C'est pas nécessairement des produits populaires. Je te dirais c'est plus rare. Les produits là, de base là, qu'on va voir, là, c'est des produits qui font du sens, qui sont logiques. Ça va être l'assurance vie, l'assurance salaire, là, pour si jamais tu perds ton emploi à cause d'une maladie ou d'un accident. Ben là, les gens veulent se protéger pour ça. En troisième point, souvent, il y a l'assurance là, pour les enfants, là, si jamais il y a un décès au niveau des enfants ou une maladie grave. Fait que souvent, ça va être un peu les produits. Tous les autres produits dérivés, est-ce que financièrement, il y a vraiment une justification logique? Est-ce que le risque, on peut le contrôler? Si on ferait, mettons, une matrice là, de l'échelle de la gravité puis le nombre de fois que ça pourrait arriver dans une vie, là, un décès, ça arrive juste une fois, la gravité est super grande, donc souvent là, c'est justifié d'en prendre une. Mais quand une perte d'emploi, c'est un risque qui se contrôle relativement bien. Là, on comprend qu'il y a le COVID, là, mais on en recule d'un an. Il n'y a personne qui aurait prédit une crise comme le COVID. C'est quand est-ce qu'elle va arriver la prochaine? Est-ce que ça va être dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans? Jamais. Ça, on ne le sait pas vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment se préparer pour ça? Moi, je dirais que la meilleure façon de se préparer contre une perte d'emploi comme le COVID, c'est de peut-être se retrouver un emploi qu'on peut travailler remote puis pas trop être impacté de ce côté-là. J'ai une question. J'ai toujours été un peu fasciné par ces deux produits-là qui sont quand même relativement populaires. Tu sais, d'un côté, tu as l'assurance maladie grave. Et là, c'est juste une liste de maladies. C'est une maladie, bon, cancer, je pense qu'en général, c'est dessus. C'est une maladie quand même qui arrive il y a un vrai pourcentage qui t'arrive. De l'autre côté, tu as l'assurance invalidité. Puis, je me semble que chez les cancers, je suis comme invalide pendant un bout de temps. Je toucherais l'autre police aussi. Est-ce que tu fais un choix, un ou l'autre, les deux vont ensemble? Moi, en fait, personnellement, j'arrive pas à comprendre l'assurance maladie grave. Selon moi, puis je suis pas un gars d'assurance, juste ma logique me dit que, tu sais, en assurance, tu veux protéger un risque. Le risque, c'est que je perde mon revenu puis je puisse pas faire face à mes obligations financières ou à supporter les gens qui dépendent de moi. Donc, je me prends une assurance invalidité. L'autre police, elle dit, bon, si j'ai certaines maladies, d'autres maladies, ça marche pas. Fait que, tu sais, sèche. Mais si j'ai le cancer, puis là, ça me donne un gros chèque. Mais, tu sais, mon gros chèque, je vais juste l'utiliser pour payer mon hypothèque puis mes frais. À quoi sert l'assurance? Est-ce que c'est un produit qui a du sens, l'assurance maladie grave? Puis est-ce que ça se combine avec la police d'assurance invalidité ou c'est un ou l'autre? Non, ça se combine. Je te dirais, l'assurance invalidité, là, si ton assurance invalidité couvre juste les accidents, c'est pas une très bonne police d'assurance invalidité. Souvent, elle va venir couvrir les deux événements. C'est juste qu'une maladie qui va t'empêcher de travailler, c'est plus rare un peu. Souvent, ça va être une bonne maladie que là, le risque de décès est super élevé. Donc, les chances que tu survives de cette maladie-là sont très faibles. Fait que là, que tu perdes ton travail ou peu importe, ça l'importe un peu parce que souvent, l'assurance vie va venir payer directement. Donc, souvent, la maladie grave sert beaucoup plus à l'assurance invalidité. Aussitôt que tu perds ton emploi pour maladie ou accident, c'est intéressant. Ça, il en faut une, c'est essentiel. Si c'est quelqu'un qui vous convainc du contraire un jour, questionnez son jugement. Pour l'assurance maladie grave, c'est que est-ce que moi demain je tombe malade puis j'ai un cancer, mais que ce cancer-là ne m'empêche pas nécessairement de travailler. Je suis capable de travailler remote avec mon ordinateur, mais est-ce que ça me tente de travailler temps plein? Fait que dans le fond, si le docteur me dit qu'il te reste un an en vie, parce que un an où, mettons, j'ai des traitements de chimio qui sont difficiles, bien sûr, pendant ces périodes-là, c'est correct, je vais être en arrêt de travail, mais est-ce que je vais être en arrêt de travail pendant il y a toujours un délai de carence en assurance invalidité? Est-ce que pendant le 30 jours, 60 jours, 90 jours nécessaires pour que mon assurance invalidité commence à payer? Pas nécessairement. Donc, mais est-ce que moi, si j'ai de la chimio, ça me tente demain matin de rentrer au bureau ou d'être obligé de travailler? Ça se peut que je sois moins motivé à me pointer au travail. Donc là, l'assurance maladie grave va venir m'aider à vivre ça avec moins de stress. Par contre, est-ce que c'est obligatoire? Pas nécessairement. Puis, c'est obligatoire plus pour des gens d'affaires qui ont des prêts qui peuvent être rappelés n'importe quand par la banque, ce qui est souvent le cas. Si la banque apprend que tu as le cancer et ça ne va pas bien, est-ce que ça pourrait qu'elle resserre un peu ses conditions d'emprunt
fort possiblement. Donc là, d'avoir une assurance maladie grave pour te protéger, toi et tes partners, ou tu sais, demain matin que tu tombes malade, c'est pas vrai qu'il fait encore 60. Pas mal sûr que tu travailles beaucoup, là. Je te vois vieillir à vue d'œil, Julien, là. Mais je suis pas mal sûr que demain matin, tu as un cancer, tu fais moins d'heures, fait que là, tu vas vouloir protéger tes partners aussi. Ça dépend de la situation. Puis, en terminant, parce qu'on on arrive à la fin de l'entrevue, mais je suis curieux, c'est quoi la police d'assurance la plus bizarre ou la plus... Là, je parle pas d'Emma, là, parce que je sais que tu es en cabinet, soit que tu as vendu ou que tu as vu ou tu as entendu parler, tu sais, je sais pas, je t'entends des trucs genre, je sais pas, là, les pianistes qui s'assurent les doigts ou des trucs bizarres, là. T'as vu des Ben, souvent, ça va être ça, là, ça va être relié avec les Lloyds. Mais tu sais, j'ai plus souvent entendu comme des professions comme en invalidité qui sont dures à assurer, là, tu sais, genre un dynamiteur, un grutier, des choses comme ça, c'est plus des cas difficiles à assurer ou quasiment impossible à assurer. Mais des cas bizarres en assurance vie, j'en ai pas vraiment rencontré, autre que c'est un montant qui est comme complètement déraisonné parce que la personne veut absolument léguer un héritage monstrueux, mais elle va vivre pauvre toute sa vie, étant donné qu'elle n'aura pas l'argent pour se gâter. On travaille fort pour justement se récompenser, mais ils se privent tellement pour être sûr de laisser un héritage. Plus des cas comme ça, des fois qu'on va voir, puis peu importe l'énergie que tu mets à les convaincre de dire tu as juste besoin, on va dire, de 500 000, puis pas de 10 millions en permanent. Ils sont entêtés, puis ils veulent le faire. Puis si c'est pas toi qui le refais, c'est un autre. Fait que souvent, tu dis, bon, moi, personnellement, voici tout ce que je te recommande. Signe-moi ça en bas que je t'ai recommandé ça, puis voici le papier après si jamais tu veux absolument le faire. Là. Puis, dans le fond, c'est du monde qui veulent que leurs enfants soient multimillionnaires. Ouais. Puis qui n'ont pas besoin d'argent eux-mêmes. C'est ça, c'est rare. Personnellement, je n'avais jamais rencontré ces cas-là. J'ai réussi souvent à les convaincre d'être raisonnés par rapport à ça. Je veux dire, oui, le décès, Warren Buffett l'a dit, deux choses qui sont sûres dans la vie, c'est la mort puis l'impôt, mais il y a moyen de bien vivre puis être bien protégé en même temps. L'assurance vie, c'est pas nécessairement obligé de coûter cher. Là, au contraire, c'est important d'en avoir, mais faut pas non plus s'appauvrir avec une assurance vie. Là. Cool. Ben écoute, Félix, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est super apprécié. Puis je te laisse retourner. Toi aussi, je suis sûr que tu fais des grosses heures pour vendre toutes ces polices-là en ligne. Ouais, avec le COVID, on n'a pas le choix. Là, tout le monde travaille en temps supplémentaire. Cool. Ben merci beaucoup, Félix. Bye. Salut.